Les histoires vraies, les émotions crues, les rires imprévus. Avec Isabelle, on plonge au cœur de l'actualité avec vous. L'histoire qui a fait réagir cette fin de semaine, c'est l'enlèvement, le kidnapping, appelez-le comme vous voulez, du président du Venezuela. C'est ce qui est sur toutes les lèvres présentement. Celui qui d'ailleurs est passé devant les tribunaux avec sa conjointe un peu plus tôt dans l'État de New York, qui plaide non coupable parce qu'on l'accuse, M. Maduro, de trafic de stupéfiants, entre autres choses. Donc, il plaide non coupable devant la cour. On va suivre ça parce que l'enlèvement de Nicolás Maduro fait réagir. Qu'adviendra-t-il du Venezuela? Qu'adviendra-t-il du pétrole? Maintenant, c'est la même administration qui est en place. Qu'adviendra-t-il? Beaucoup de questions. On va tenter de faire la lumière sur le sujet. Mais ce que l'on a remarqué, surtout sur les réseaux sociaux cette fin de semaine, c'est qu'il y avait une partie de la population qui disait se réjouir de cette stratégie de l'administration Trump, alors que d'autres pointaient du doigt et condamnaient ce geste-là. Pour en parler avec nous, Claudia Carrera, elle est d'origine vénézuélienne, mais installée au Québec depuis 25 ans. Sa mère et son frère habitent toujours au Venezuela. Bienvenue à l'émission. Oui, bonjour. Comment c'était lorsque vous étiez au Venezuela, tout d'abord? Là? Comment vous viviez? Est-ce qu'il y avait climat de terreur? Ça ressemblait à quoi la vie là-bas à l'époque? J'ai quitté le Venezuela en 99 et dans le temps, c'était un pays où on vivait bien. On avait une vie stable, il y avait du travail, les institutions fonctionnaient bien, les hôpitaux. On était vraiment un pays stable qu'on n'avait pas besoin de quitter. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi le Québec il y a 25 ans? Dans mon cas personnel, avec ma famille, on a quitté simplement parce qu'on regardait pour aller ailleurs. On a visité le Québec en vacances et on a tellement aimé la ville qu'on s'est dit que ça serait le fun d'habiter ici. Et ce n'est pas le cas de plusieurs membres de ma famille après qui ont quitté le pays, pas par choix, mais parce qu'ils n'avaient pas d'opportunités au pays et ils cherchaient vraiment une meilleure vie ailleurs. Depuis que vous demeurez au Québec, est-ce que vous avez pu retourner voir votre famille à l'occasion? Au début, oui. Dans les années, encore dans le début des années 2000, on était capable d'y aller. Il y avait des vols, des connexions et on pouvait y aller. En ce moment, c'est très difficile, presque impossible. Moi, ça fait 7 ans que je ne suis pas allée. Parce que, premièrement, il n'y a pas de passeport, les consulats, les ambassades. Le son est en train de couper. Donc, on a perdu votre phrase. Vous dites que ça fait 7 ans que vous n'êtes pas retourné au Venezuela parce que c'est compliqué avec l'ambassade là-bas. Là. Vous étiez là quand ça a coupé. Non, l'ambassade ici au Canada a fermé il y a des années. Il n'y a pas de moyen de faire un passeport vénézuélien. Et comme Vénézuélien, on ne peut pas y rentrer avec un passeport étranger. Alors pour ça, ça fait 7 ans qu'on n'a pas retourné. Comment votre famille se porte présentement? Parce qu'eux vivent depuis, n'ont pas quitté et ont vécu l'enlèvement de M. Maduro. Comment ils vivent ça, là, cet enlèvement cette fin de semaine qui a créé secousse partout? Là? On les vit tous avec beaucoup d'émotions. C'est une émotion partagée entre la joie et l'expectation. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Les jours à suivre vont nous laisser savoir mieux à quoi s'attendre. Jusqu'à un moment, ce qu'on voit, c'est que finalement, on a une possibilité d'une vie meilleure, que le dictateur Maduro est parti ou il était enlevé du pays. C'est ce qu'on voulait. Et maintenant, il reste à attendre la suite des choses. C'est pas très clair encore. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ce que l'administration Trump a décidé de faire? Est-ce que vous voyez ça d'un bon œil? Oui, il faut dire que c'était le seul choix qui nous restait parce qu'on avait essayé par tous les moyens démocratiques, on avait essayé avec des élections, on avait essayé avec des grèves, des manifestations et rien ne fonctionnait. Le régime était installé pour rester
Et la seul espoir qu'on avait, c'était d'une aide qui vient de l'extérieur. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, il reste à savoir la suite des choses. Est-ce que votre famille va bien? Est-ce que le climat est tendu présentement au Venezuela? Comment ça se passe sur le terrain? Ça va bien dans le sens qu'il se passe rien. C'est tellement tranquille. On avait un peu peur de la violence, d'avoir des morts, mais non, tout est tranquille. La famille nous dit qu'on voit presque personne sur les rues. Tout est calme et tout le monde attend d'avoir la suite des choses. Il n'y a pas de célébration non plus dans les rues présentement? Il y a eu des célébrations ailleurs dans le monde. Au Venezuela, je pense que les gens savent qu'il faut être plus prudent, qu'il faut attendre, parce que ce n'est pas le moment encore de célébrer. On est rendu prêt, mais on n'est pas rendu là encore à célébrer. Claudia Carrera, nos pensées sont avec vous. On vous envoie des ondes positives pour la suite. Merci de votre passage à l'émission. Merci beaucoup à vous de l'attention que vous nous portez. Maître Philippe Larochelle, avocat spécialisé en droit international, a réagi beaucoup à la suite de ce témoignage. Monsieur Larochelle, Maître Larochelle, vous semblez pas tout à fait d'accord avec les propos de notre plus récente invité. Bien, c'est-à-dire que vous m'avez amené l'ennemi la plus redoutable d'une personne qui a fui la persécution ou qui a fui un régime qui est peut-être antidémocratique, mais ça ne change rien au fait que la façon dont les choses se sont faites sont complètement illégales. Si on a créé un dangereux précédent, OK? Si on commence à se débarrasser de tous les gouvernants ou les présidents ou les dirigeants qui ne font pas notre affaire, ça va s'arrêter où? Comprenez-vous? Donc, malheureusement, c'est pas comme ça que ça doit se faire, même si on n'est pas d'accord avec les politiques de M. Maduro. On connaissait là, la tension depuis 2020 quand même. C'est pas la première fois qu'il y a une espèce de cible sur le Venezuela avec les États-Unis. Comment ils auraient pu agir autrement, les États-Unis, s'ils voulaient changer les choses? C'est mon collègue Mario Dumont ce matin qui disait, quand tu veux essayer de faire quelque chose, si tu t'annonces avant, ben c'est sûr que ça va être plus difficile. En même temps, il y a le droit international, effectivement. Comment on aurait pu s'y prendre autrement? Bien, de manière légale, je vois pas comment, OK? Donc, si on veut on peut vouloir respecter le droit ou on peut faire voler en éclats complètement toutes les règles de droit, OK? Donc, c'est un faux choix que vous m'offrez présentement. Donc, le changement de dirigeant, l'attaque de pays par la force, c'est illégal. Peu importe que c'est un narcotrafiquant, que c'est quoi. C'est qui le prochain? Est-ce qu'on va dire que Marc Carné, c'est un trafiquant de fentanyl, puis on va débarquer à Ottawa pour venir le chercher lui aussi parce que c'est un autre narcotrafiquant? Là, on fait reculer les lignes déjà très minces du respect des États, puis de la souveraineté internationale, puis du droit international. Ça va s'arrêter où? On parle du Groenland, ça va être Taïwan. Cuba, la Colombie. La Colombie. Dieu, c'est quoi? Comprenez-vous? Donc, à un moment donné, on se donne des règles ou on s'en donne pas. Si on s'en donne pas, ben, on retourne à l'âge de pierre, puis celui qui a la plus grosse massue fait ce qu'il veut. Bon, présentement, c'est celle par intérim, là, Delcy Rodriguez, qui est aux commandes, qui fait partie de l'administration en place. Au fait, on a enlevé le président, mais tous ses bras gauche et droite là, sont encore en place. Donc, est-ce qu'il y aura vraiment changement au Venezuela? Ben, là, encore une fois, est-ce qu'ils vont aller chercher celle-là aussi? Vous avez vu les derniers messages de Trump, c'est de dire t'es mieux de faire qu'est-ce qu'on te dit parce que sinon, c'est toi la prochaine. Donc, moi, prédire qu'est-ce qui va arriver, c'est dur à dire. Que va faire aussi la communauté internationale? Parce que ce que Trump fait au Venezuela, c'est pas juste une violation de la souveraineté de ce pays, c'est aussi des crimes de guerre qui sont contraires au statut de Rome. Donc, à la limite, il pourrait être poursuivi devant la Cour pénale internationale. Comprenez-vous, il y a toutes sortes c'est une illégalité barbare de tellement de façons qu'on est encore sous le choc. Puis ça va être intéressant de voir quel courage la communauté internationale va avoir de mettre un terme à toutes ces brutalités horribles. Est-ce qu'on regarde comme Canadiens, du moins, c'est, bon, comment ça va nous affecter maintenant? Parce qu'on s'entend qu'on est très liés aux États-Unis. Là. Le Canada est dans une mauvaise posture. Quels seront les impacts? Est-ce qu'on peut déjà en mesurer? Oui, on parle du pétrole de l'Alberta si jamais ça fonctionnait avec le Venezuela, mais en termes d'humains, là, est-ce que nous, ça peut avoir des impacts au Canada? Bien, ça peut certainement nous rendre insécures de voir jusqu'où il est prêt à aller pour avoir ce qu'il veut.
avec sa nouvelle en plus, on est directement dans sa nouvelle doctrine de Moron, là, d'Unroe, je sais pas quoi. Donc, on est vraiment dans la ligne de mire. On peut tout craindre. C'est sûr que, c'est peut-être pas le même genre de climat politico-social qui règne au Canada, mais jusqu'à quel point ça fait une différence dans la tête de ce fou furieux, je me pose sérieusement la question. Mais est-ce que vous, visiblement, ça vous ébranle, ça? Vous craignez pour la suite des choses? Ben, moi, ça fait 25 ans que je fais du droit international. Okay? Le droit international, c'est quoi? C'est les règles que les pays tentent de se donner tant bien que mal. On ne s'attaque pas. Quand on veut quelqu'un pour le juger, ben on fait une demande d'extradition, puis on s'adresse aux tribunaux, puis on essaye au moins d'avoir une espèce de vernis que, avant d'envoyer une bombe ou un hélicoptère avec des forces spéciales, on essaie de régler les choses de manière diplomatique. On crée des Nations unies dans le cadre desquelles, qui ont 80 ans, dans le cadre desquelles, on s'attaque pas, à moins de rares exceptions où il y a une réelle menace contre la sécurité et la paix internationale. Donc, c'est sûr que de voir les agissements de Trump, c'est un peu inquiétant pour la suite des choses sur la planète parce qu'il est en train de faire voler en éclats, comme je le disais, le mince vernis de droit international qui existait jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous craignez pour la suite? Ben, moi, ce que je crains, c'est que ce genre d'action légitimise l'attaque de Taïwan par la Chine, ce genre d'action fasse en sorte qu'il s'approprie légalement le Groenland ou qu'il attaque Cuba. Puis après ça, c'est un jugement de valeur. La question de décider si un dirigeant est comme nous, respecte les mêmes règles démocratiques que nous. Je comprends que Maduro est contesté puis que c'est loin d'être un enfant de cœur, mais avant d'aller aussi loin que de le renverser puis de l'enlever illégalement. Surtout en plus que tout l'agenda, pourquoi on fait ça au Venezuela maintenant? Il y a tout cet aspect, cet agenda qui concerne le pétrole, l'accès aux ressources naturelles. Donc, il y a une forme en plus. Non seulement on fait voler en éclats les règles de droit international, mais en fait, on le fait de manière hypocritement parce que personne n'est dupe du fait que ce qui est convoité réellement, c'est pas le bien-être de la population du Venezuela, c'est les ressources pétrolières, c'est le fait que le Venezuela soit pas dans les zones d'emprise de la Chine, puis de l'Iran, puis de la Russie, mais plutôt dans la zone d'emprise des États-Unis. C'est ça le réel objectif. C'est pas du tout le bien-être de la population du Venezuela, aussi plaisant ça puisse paraître après ma barre pour les gens comme votre première invitée qui s'exprimait, que je comprends parfaitement, mais c'est tellement hypocrite, en fait, de penser que c'est ça qui est recherché par les dernières les actions. Ça, il s'en cache pas bien, là. On comprend tous un peu que c'est le pétrole qui l'intéresse, là. Ça, c'est à mot à semi-couvert, là. Ben c'est ça qui rend la chose encore pire, tu sais. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on projette? C'est des gens qui veulent le retour à la démocratie et tout. Mais qu'est-ce qu'on projette pas? Qu'est-ce qu'on projette, mais un peu moins fortement, c'est le fait que ce qui est intéressant, c'est vraiment les ressources naturelles. Donc, oui, c'est inquiétant qu'on puisse agir en parfaite contravention du droit international avec des motifs inexistants. Tu sais, au moins, s'il y avait l'imminence d'une attaque ou qu'on pouvait au moins brandir un prétexte à peu près valable, je dis pas, mais là, on n'a même pas ça. On a juste l'expression pure et simple de la raison du plus fort est toujours la meilleure, peu importe ce qui se trouve à l'autre bout, là. Maître Philippe Larochelle, avocat spécialisé en droit international, on vous souhaite une bonne journée, bonne année. On espère que ce n'est pas à l'image de ce qui nous attend en 2026. Ça risque d'être assez mouvementé. Je vous remercie beaucoup.